Donc, nous avons demandé à nos militants d'observer un mouvement de 48 heures de grève aujourd'hui et demain pour protester et contester les propositions qui sont issues de la conférence sociale et qui sont en total déphasage avec l'accord que nous avions eu avec le gouvernement au mois de mai 2016. C'est regrettable de le dire, mais un engagement ferme avait été pris par Monsieur le Premier ministre en présence d'autres membres du gouvernement et qui consistait à, en tout cas, permettre aux enseignants d'arriver à la retraite avec 85% de leur dernier net. Ce n'est pas nous qui l'avions demandé, c'est eux qui nous l'ont proposé. Et nous avions accepté cette proposition en son temps. Il restait la mise en œuvre et pour cette mise en œuvre, ils avaient demandé qu'on leur accorde le temps d'organiser une conférence sociale. Malheureusement, la conférence sociale s'est tenue et d'autres conclusions différentes de ce qu'on avait conclu avec le gouvernement ont été proposées. Ce que nous avons dénoncé depuis la fin de la conférence sociale et nous nous inscrivons actuellement dans une lutte pour exiger de la part du gouvernement que l'accord qu'il y avait puisse être respecté. Le problème se posait sur comment cotiser plus. Alors, dans la conférence sociale, qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a reconnu que le Fonds national de retraite, là où nous cotisons, est déficitaire de plus de 15 milliards. Et alors, il va falloir augmenter le taux des cotisations de 3%. D'accord, on va augmenter. Mais qui va supporter cette augmentation? La discussion n'a pas été faite et le gouvernement nous annonce que cette augmentation de 3% va permettre de combler le déficit du Fonds national de retraite. Mais qui a causé le déficit? Est-ce que c'est les travailleurs ou est-ce que c'est l'État? Nous, travailleurs, nous ne gérons pas le Fonds national de retraite, nous ne gérons pas le personnel qu'il y a au niveau des fonctionnaires. Cela est de la responsabilité de l'État. S'il y a aujourd'hui un déficit au niveau du FNR, les employés ne sont pas du tout responsables de cela. Au contraire, c'est l'État qui est responsable. Pourquoi alors aujourd'hui, l'État veut que le déficit, pour le combler, c'est aux travailleurs de combler ce déficit? Et nous disons non, nous ne sommes pas d'accord. Parce que dans les négociations qu'on avait au mois de mai 2016, ce qu'il y avait, c'est que les 3% qui devaient être mis devaient permettre d'augmenter la cotisation. Oui, nous sommes d'accord pour augmenter de cotiser parce que nous voulons avoir une retraite meilleure. Mais nous ne sommes pas d'accord pour augmenter de cotiser pour combler un déficit que nous n'avons pas créé. Parce que ce déficit, il est créé par l'État. Deuxième chose, c'est que nous étions d'accord sur une retraite complémentaire. Comme à l'IPRES. À l'IPRES, il y a un régime de retraite complémentaire qui est réservé aux cadres. Or, dans l'administration, nous sommes de hauts fonctionnaires. Mais l'État nous dit que la retraite complémentaire va être obligatoire pour tout le monde. Soit, et alors on va appliquer quel taux? L'État nous avait proposé en mai 2016, l'année dernière, dans les négociations, 6% comme à l'IPRES. À raison de 60% pour l'employeur et 40% pour l'employé. Ça veut dire quoi? Les 6% qu'on va cotiser comme pour retraite complémentaire, nous, travailleurs, nous allons prendre 2,4% et l'État, en tant qu'employeur, va prendre 3,4%. Et on était tombé d'accord sur ça. On vient à la conférence sociale. Qu'est-ce que l'État nous dit? L'État nous dit, pour la retraite complémentaire, il y aura 4% que l'employé va supporter. Ça veut dire quoi? Que l'État va prendre 4% sur mon salaire, garder ça pour moi, et quand je serai à la retraite, l'État va me remettre ça. Ça n'a aucun sens. Quand on parle de retraite complémentaire, l'employé il met, l'employeur il met. Parce que si tel n'est pas le cas, moi je préfère prendre mes 4%, aller investir quelque part, ou bien prendre mes 4%, aller mettre ça dans une société d'assurance. Et le troisième volet, ça concerne la retraite supplémentaire, ce qui n'existait pas encore, et ça ce n'est même pas volontaire. Mais nous, les deux piliers, à savoir l'augmentation du FNR, nous ne sommes pas d'accord, parce que ce n'est pas à nous d'aller combler les 15 milliards de déficit que l'État a créé. Et sur la retraite complémentaire, nous sommes d'accord s'il s'agit de 6% avec une répartition pour l'employeur et pour l'employé. Mais nous ne sommes pas d'accord sur une retraite complémentaire pour laquelle c'est l'employé seulement qui va cotiser.
Et les deux dernières choses, c'est quoi? C'est l'État actuellement refuse et revient sur le principe d'écrêtement que nous avons toujours brandi, alors qu'on était d'accord l'année passée. Deuxièmement, sur une indemnité qu'on doit utiliser, qu'on doit intégrer dans le calcul de la retenue, mais qui n'est toujours pas intégrée. Et pourtant, la loi dit exactement, en son article bis, l'article 61 bis de la loi 81-59, qui dit que l'indemnité de recherche doit être intégrée dans le calcul de la pension. Malheureusement, cette indemnité de recherche, lorsque moi je prends mon bulletin de salaire, quand je regarde la base de calcul du prélèvement qu'on fait pour le FNR, l'indemnité spéciale n'est pas dedans. Et nous demandons à l'État d'appliquer la loi. Est-ce que c'est très compliqué de demander à un État d'appliquer une loi qu'elle a votée? C'est tout ce que nous demandons. Et nous ne comprenons pas pourquoi on est revenu sur ces questions-là. Je dirais 48 heures de grève. Entre perdre 48 heures aujourd'hui et avoir un système qui va s'améliorer. Parce que tout simplement, cela permettra aux retraités de partir dignement, aux gens qui sont à la porte de la retraite, de ne pas trop penser à la retraite. Parce que ce qu'il y a en réalité, c'est quoi? Nous avons constaté beaucoup de collègues qui sont près de la retraite ou qui partent les 3 prochaines années, ils décèdent. Vous savez, travailler jusqu'à 65 ans, c'est éprouvant et c'est très difficile. Quand on fait un travail intellectuel pendant plus de 30 ans, pratiquement, on n'a plus de cerveau. On a tellement utilisé la matière grise qu'on a besoin d'être tranquille. Aujourd'hui, on se bat. Pourquoi? On a décrété 48 heures. Mais c'est pour permettre à nos maîtres aujourd'hui de pouvoir aller à la retraite dignement et paisiblement et pouvoir profiter de la vie. Parce que vous savez, quand on est à l'université, on n'a pas de vie. Tous ceux qui ont des parents qui enseignent à l'université peuvent témoigner de cela. Ils n'ont pas de vie familiale, ils n'ont pas de vie sociale. Ils se donnent à fond pour l'université. Alors, quand vient le moment de prendre sa retraite, je pense qu'on leur doit plus que ce qu'ils sont en train de vivre actuellement. S'il faut perdre 48 heures pour ça, oui, il le faut. Et cela a un coût. Et le coût, c'est les 48 heures que nous avons mis aujourd'hui. Et nous allons continuer à nous battre. Comment et par quels moyens? En tout cas, il nous faut mettre nos maîtres dans les conditions qui leur permettent que chaque jour, quand on se lève, qu'on puisse dire oui, il embellit. Oui, on a l'impression que depuis qu'il a pris sa retraite, il a rajeuni. C'est ce que nous voulons. Mais nous ne voulons pas d'avoir des maîtres qui partent à la retraite et que quelques jours après, quand on les regarde, on n'a même pas envie de les regarder en face. Nous, on raisonne, comme vous l'avez dit, système. Et qui parle de système ne fait pas allusion à une année ni à 2 années. C'est-à-dire que nous sommes dans un système. Nous savons tous que le système, il est malade. Pourquoi il est malade? Parce qu'il n'y a aucune motivation derrière. Moi, si je regarde aujourd'hui les maîtres qui m'ont enseigné la situation dans laquelle ils se retrouvent quand ils vont à la retraite, c'est démotivant. Alors, pour cette année, nous avons dit, nous n'allons pas au bac. Nous n'allons pas au bac parce que nous avons en face de nous des gens qui ne méritent pas que quelqu'un d'autre se sacrifie pour eux. Nous avons des autorités qui, après avoir renié leurs paroles, ne veulent même pas discuter avec les gens. Pourquoi ils ne veulent pas nous appeler en discussion? Et pourtant, chaque année, nous nous sacrifions pour aller au bac. Étant donné qu'on se sacrifie chaque année pour aller au bac, avec toutes les conséquences que cela a pour notre santé, pour notre famille, parce qu'on laisse notre famille ici pendant 2 semaines. Mais pourquoi je vais me casser? Je ne vais pas me casser, je reste chez moi et je continue à faire mon travail à l'université. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui sont en face de nous ne voient pas les efforts que nous faisons. Présider un jury de bac, vous savez quelle responsabilité il y a derrière? Donner à quelqu'un le bac, se faire corrompre. Il n'y a pas pire danger que ça. Parce que celui qui a le bac alors qu'il n'a pas le niveau, il peut devenir, demain, il peut réussir à l'examen de l'ENA, il peut réussir à plein d'autres examens. Parce que le bac, c'est la porte d'entrée de l'enseignement supérieur. Et c'est nous qui présidons les jurys. Nous n'avons pratiquement aucune prime de responsabilité. Il n'y en a pas.
Il n'y a qu'en 2016, l'année dernière, à partir du bac 2016, que cette prime a été instituée. Et je vous dis que cette prime du baccalauréat de 2016, jusqu'au moment où je vous parle, elle n'a pas été payée. Tous les acteurs qui sont intervenus dans le bac 2016 ont été payés, sauf les profs d'université. Et pourtant, c'est eux qui ont présidé tous les jurys. Et quand on préside tous les jurys, ça veut dire quoi? Le président de jury, il vient tous les jours au centre avant tout le monde et il rentre tous les jours après tout le monde. C'est le seul acteur du bac qui reste au centre pendant 2 semaines, éloigné de sa famille, dans des conditions extrêmement difficiles, où tous les risques pèsent sur lui. À ce président, on lui promet une prime qu'il ne voit toujours pas. On lui promet qu'on va rediscuter de la prime. Cette rediscussion n'a pas été faite. On lui promet qu'on va améliorer sa retraite. On ne respecte pas sa parole. Et on attend de lui quoi? Qu'il continue à se sacrifier? Non. Nous sommes prêts à nous sacrifier. Nous ne demandons pas la lune. Tout ce que nous demandons, c'est que les engagements qui ont été pris par les autorités, aussi bien le directeur de l'office du bac que le ministre de l'économie et des finances, le premier ministre, que ces engagements soient respectés. Je ne pense pas que cela soit trop demandé dans un état de droit. Et c'est tout ce que nous demandons. Lorsque notre secrétaire général de notre centrale syndicale, l'UNSAS, à savoir Mme Bassok, l'a interpellé sur la probable, parce qu'on n'était même pas en grève, la probable grève qui pourrait déboucher si toutefois les propositions de la conférence sociale venaient à être adoptées. Et la réponse, c'est dommage de le dire et c'est regrettable qu'on nous ait dit, si vous voulez aller en grève, partez en grève. Nous n'allons pas aller en grève pour aller en grève. Nous allons mettre en place, et c'est ce que nous avons déjà fait, une stratégie de lutte qui va nous permettre d'arriver à notre fin. C'est-à-dire quoi? Permettre et pousser le gouvernement à respecter ses engagements. Ce n'est pas seulement aller en grève. Nous avons d'autres actions que nous allons continuer à dérouler les prochains jours jusqu'à ce qu'il y ait satisfaction. Et je peux vous dire que c'est ici qu'on prépare les idées. C'est ici qu'on réfléchit à l'université. Nous avons la capacité et la possibilité de sortir des idées pour faire la grève. Et nous allons les sortir. Donc, nous sommes en ordre de bataille. Et comme je l'ai dit encore une fois, c'est regrettable et c'est dommage que quand M. le Président de la République a été interpellé sur la question de l'engagement que le gouvernement avait pris, que sa seule réponse soit, si les enseignants veulent aller en grève, ils n'ont qu'à aller en grève. Nous ne réagissons pas comme ça. Nous n'allons pas en grève pour aller en grève, mais nous allons utiliser tous les moyens de lutte possibles pour contraindre le gouvernement à respecter son engagement. Alors, il y a un décret qui organise le bac et qui dit comment le bac doit être organisé. Qui doit présider les jurys du baccalauréat? Première chose. Donc, il y a un texte de loi qui interdit à quelqu'un d'autre qui n'est pas membre de l'université sénégalaise, qui n'est pas enseignant-chercheur à l'université, de présider un jury de bac. Si quelqu'un d'autre le fait, il a violé la loi. Deuxième chose, nous sommes des acteurs, des parties prenantes de l'université sénégalaise et du système éducatif dans sa globalité. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, rectifiées par nous-mêmes. Si aujourd'hui le gouvernement, ou en tout cas on veut organiser des examens en n'y associant pas les membres du SAES, nous allons continuer à faire notre travail. Encore une fois, moi je reçois mon salaire à la fin du mois, non pas parce que je suis président de jury du bac, parce que je suis d'abord enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Je continue à faire mon travail en tant qu'enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop. Donc, je peux continuer à faire ce travail. Mais je me dis juste une chose. J'ai une responsabilité et j'ai un devoir en tant qu'enseignant d'aller présider les jurys de bac. Et j'y vais, avec toutes les difficultés que cela comporte. Et je dis bien, toutes les difficultés que cela comporte. Un président du jury du bac, on ne peut pas le remercier assez. On ne peut pas lui payer une indemnité ou une prime qui puisse égaler l'effort qu'il a eu à fournir. Et le directeur de l'office du bac en sait quelque chose. S'ils veulent nous remplacer, ils n'ont qu'à prendre un autre décret, c'est très facile. Le président de la République, il n'a qu'à signer un autre décret.
S'ils veulent prendre d'autres personnes pour nous remplacer, ils n'ont qu'à le faire. Mais nous, ce qui est sûr et certain, jusqu'à ce que nos revendications ne soient satisfaites, nous n'irons pas au bac. Ça, c'est notre position aujourd'hui. Ça peut changer. Tout dépendra de ceux qui sont en face de nous. Votre dernier mot par rapport à cette... Mon dernier mot, c'est encore une fois le Sénégal. Et nous tous avons une responsabilité vis-à-vis de ceux qui ont créé l'université sénégalaise. Et je pense qu'aujourd'hui, s'il y a un syndicat qui se bat pour les mettre dans des conditions d'aller profiter de tout ce qu'ils ont eu à donner, de pouvoir maintenant se reposer et de vivre pleinement leur vie, il faudrait que tout le monde puisse aider ce syndicat et que l'État puisse respecter également ses engagements parce que nous n'avions rien demandé, c'est eux qui nous ont proposé. Et je remercie également tous les camarades et tous ceux qui nous soutiennent face à dans ce combat. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je vous remercie également de m'avoir donné l'opportunité de donner notre avis par rapport à cette lutte.